Donc, bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous présenter le Sony A7 III dont on a beaucoup parlé et qui a été énormément présenté dans différentes vidéos anglaises mais très peu en français. Et moi je vais vous en parler un peu, surtout en tant qu'ancien propriétaire de A7R2, donc qui était mon boîtier juste avant celui-là. Donc j'ai changé pour cet A7 III et je vais vous expliquer un peu pourquoi, et en particulier moi je vais vraiment me concentrer sur l'ergonomie parce que c'est quelque chose qui est très important pour moi. Donc au niveau du boîtier en lui-même, ce qu'on peut voir sur les changements donc, par rapport à la 7R2, d'abord on va tout de suite parler de la batterie, qui est vraiment la chose dont tout le monde parle. Donc on passe sur une FZ100. Là moi ça fait à peu près 2 semaines que j'ai cet appareil photo et 2-3 semaines, et effectivement je dirais qu'on a facilement triplé voire quadruplé la durée de vie de la batterie, que ce soit en photo ou en vidéo. Donc cette batterie est beaucoup plus grosse. On a évidemment aussi le double port de carte SD ici, donc avec le port numéro 1 qui se situe en fait en bas de l'appareil, donc en UHS 2, et le port numéro 2 en UHS 1 en haut. Donc possibilité de soit faire des backups des photos, soit de par exemple enregistrer les RAW sur une carte, les JPEG sur l'autre, etc. Je vous montrerai après moi mes préférences que j'ai choisies. Au niveau de la face arrière, la nouvelle chose maintenant c'est qu'on a un écran tactile ici, un écran tactile pour vraiment faire la mise au point sur l'écran, ça je vous montrerai après aussi. On a ici un joystick maintenant, contrairement à ce qu'on avait avant. On a toujours notre molette ici qui permet aussi de faire la sélection, mais c'est une molette beaucoup plus ferme. Le crantage ici est beaucoup plus précis, on va avoir moins de tendance à la faire tourner dans le vide. Le bouton est plus ferme, tout l'ensemble des boutons sont beaucoup plus fermes, les boutons de personnalisation aussi sont beaucoup plus fermes qu'avant. Le joystick, c'est vraiment quelque chose que moi j'étais pas convaincu, et en fait aide beaucoup à la sélection par exemple de notre point de focus. La batterie étant plus grosse, on a une poignée, on a ici une poignée, une profondeur de poignée qui est beaucoup plus importante que sur la 7R2, pardon. Et ce qui fait qu'on a une prise en main bien meilleure. Donc moi avant par exemple, bon, j'ai pas des très grandes mains, j'ai des mains plutôt moyennes voire petites, mais avant j'avais le problème sur la 7R2 d'avoir ici mon doigt quand je venais tirer dans ma poignée qui souvent venait ici appuyer sur le bouton de relâchement de l'objectif, ce qui était très désagréable. 2-3 fois j'ai failli déclipper l'objectif et le faire tomber, donc pas terrible. Donc j'ai plus du tout ce problème ici maintenant avec la 7R3, avec cette plus grosse poignée et cette meilleure tenue en main. Ici aussi j'ai l'impression qu'on a un appui pour le pouce beaucoup plus intéressant. Le bouton de déclenchement ici a également été changé, il est beaucoup plus ferme qu'avant, on a moins tendance il faut vraiment venir appuyer puis cliquer une deuxième fois. Ce que vous pouvez voir ici au niveau de la moyenne de sélection, c'est que on n'a plus ici le loquet qu'on avait avant, donc il fallait pousser pour venir tourner, donc on n'a plus ce blocage là. Pour l'instant j'ai vraiment pas eu de souci d'avoir la molette qui tourne toute seule sans le vouloir, donc c'est pas un mal pour moi. Au niveau du viseur de l'EVF ici, du viseur électronique, on a exactement le même que sur la 7R2. Donc on n'a pas le nouveau viseur qu'il y a sur la 9 ou sur la 7R3. Mais moi c'est un viseur qui déjà je trouvais assez incroyable. Moi j'ai toujours détesté les viseurs jusqu'à présent. Je porte des lunettes et c'est le seul dans lequel je peux vraiment mettre mon œil avec mes lunettes sans être embêté et voir quelque chose bien. Et je pense que c'est à peu près tout au niveau de sourcils. Aussi, bon, il y a aussi le changement, hop, je remets mes droits. Il y a aussi le changement du bouton de prise vidéo ici, qui avant était sur le côté là. Bon, moi c'est pas quelque chose qui m'embêtait spécialement, mais bon, tout le monde en parle, donc je vous en parle. On a eu aussi le changement on a eu ici donc le C3 qui est venu ici. Et aussi une chose que je vais vous montrer tout de suite, c'est justement ici au niveau du relâchement de la fixation des objectifs sur les montures e-mount. C'est quelque chose, moi j'avais un peu de jeu sur la 7R2, c'est-à-dire que quand je venais cliquer mon objectif, j'avais un poil de jeu, j'avais peut-être, je sais pas, un degré, un demi-degré de jeu quand je forçais dessus. Là c'est plus du tout le cas, donc je vais vous montrer, hop. Je vais venir fixer ici, c'est le 1635, donc le Sony 1635 G Master en f2.8. Hop, que je vais venir tout de suite fixer sur la monture. Hop. Donc, ici, on vient aligner les deux points, le point blanc et le point blanc. Hop, on clique. Et là, vraiment,
ici, on n'a plus du tout, on a un tout petit peu, peut-être un quart de degré de jeu. C'est pas du tout ce que j'avais avant où je pouvais faire clouc, 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 clouc. Donc c'est beaucoup plus rassurant. La prise en main est plus ferme, encore une fois, plus rassurante, plus solide. Donc pour moi, un des gros, un des gros avantages de cet appareil photo, c'est le tactile. Le tactile, ici, on va pouvoir venir appuyer et faire une sélection de notre point de mise au point. Donc la sélection se fait, donc par exemple ici, je vais venir appuyer sur mon déclencheur, hop, et vous voyez que le point, la zone de mise au point va rester. C'est-à-dire qu'une fois que je l'ai fixé, une fois que je l'ai posé avec mon doigt, cette zone va rester là et peu importe où je vais bouger, ici elle reste et je vais pouvoir refaire ma mise au point toujours sur le même endroit de l'écran où j'ai fait ma mise au point. Vous avez dit qu'on peut le faire donc en appuyant juste une fois, mais on peut également venir prendre son doigt et venir amener son point de mise au point un peu où on veut. Donc ça c'est très pratique. En particulier quand on est l'œil dans le viseur ici, dans le viseur électronique, parce que cet écran tactile fonctionne de la même façon. On va avoir exactement le même point de sélection de notre mise au point, même avec l'œil dans le viseur. Donc on peut ici venir sélectionner en regardant dans l'écran et en faisant notre point de sélection avec le tactile. Alors je vous en parle aussi, ce que vous avez vu, on a toujours évidemment le détecteur ici automatique avec le changement hop dans le viseur, dans l'écran. Et une petite chose qu'ils ont faite et qui est fantastique, je vais devoir mettre un raccourci juste pour désactiver l'écran, juste pour désactiver le VF, c'est de pouvoir hop, juste venir décaler un tout petit peu l'écran. À partir du moment où l'écran, oui, ne serait-ce qu'un tout petit peu ouvert, donc ça, l'ouverture est comme sur la 7R2, il n'y a rien de changé, c'est vraiment là, hop, le même degré que ce soit en bas ou en haut. Mais la nouveauté, c'est qu'une fois que cet écran est un tant soit peu ouvert, même juste comme ça, ici on a le détecteur automatique qui ne fonctionne plus. Donc on peut par exemple montrer nos photos, nos différentes photos faites sans avoir le problème du doigt qui passe devant le VF et qui désactive l'écran. Donc là je vous le montre, là il est décalé, je passe mon doigt devant le détecteur, il ne se passe rien, je le remets bien, je passe devant mon doigt et hop, c'est désactivé. C'est réactivé, pardon. Donc voilà, donc ça c'est une petite ergonomie vraiment bienvenue. Et donc si on revient sur la fonction tactile, donc on peut venir choisir faire notre sélection ici. Mais en plus de ça, donc si par exemple on l'a fait dans le VF et que on s'est un peu décalé juste de quelques millimètres, on va pouvoir venir préciser ici exactement où on veut faire notre mise au point grâce au joystick. Donc ça c'est vraiment très agréable, c'est-à-dire que par exemple, moi je le vois plutôt pour la photo animalière, des choses comme ça. Je vois un oiseau qui est un peu caché derrière des branches, etc. Je vais le redébloquer pour pas qu'il nous gêne. Voilà. Je vois mon oiseau, on va dire, sur ici. Hop. Finalement, je me suis un peu décalé ou je vais recomposer en décalant un tout petit peu mon objectif. Je vais pouvoir du coup revenir préciser exactement avec le joystick ici où je vais venir faire ma mise au point et prendre ma photo une première fois, puis éventuellement recomposer un peu, reprendre ma photo, changer mon joystick, etc. Donc ça c'est vraiment quelque chose qui en pratique sur le terrain moi me change pas mal la vie. Donc une possibilité de venir sélectionner puis préciser avec le joystick de façon très rapide. Par contre, donc, comme ça a été dit un peu partout, attention, l'écran tactile ne sert qu'à ça, c'est-à-dire qu'il sert qu'à venir qu'à venir faire notre zone de mise au point. Il ne va pas du tout servir par exemple à faire la navigation dans les menus. Donc là, dans les menus, le tactile est complètement désactivé. Ok, donc ça c'est un point quand même assez négatif. Si je prends ici, si je vais voir ma photo, vous voyez que je ne peux pas du tout venir zoomer sur ma photo, bouger ma photo, etc. C'est vraiment un écran tactile qui sert qu'à faire une mise au point sur un point défini. Voilà. Donc ça c'est un peu le problème de Sony qui implémente le tactile mais n'implémente pas partout, donc ça viendra sûrement plus tard dans des futurs appareils photo mais pas encore sur la 7.3. Donc toujours sur la mise au point que moi j'utilisais beaucoup sur l'autre, sur mon A7R2, c'était que j'avais attribué ici en fonction personnalisée sur le bouton central, là ici c'en est un autre, mais j'avais utiliser donc la mise au point standard, c'est-à-dire la mise au point carré au milieu, qui est donc ici automatiquement, mais qu'on peut changer, qui est automatiquement appliquée à l'appui du joystick. Comme vous voyez ici, si je viens appuyer sur mon joystick, j'ai ma mise au point vraiment en plein centre de ma composition. Donc c'est très agréable en main, parce que du coup en main, on a juste à venir appuyer avec le pouce ici, hop, et j'ai ma mise au point très rapide si j'ai quelque chose à vite prendre au milieu de mon écran.
Donc une autre des choses qui, donc vraiment l'ergonomie est certainement une des principales choses qui m'a fait passer sur cette A7 III comparativement à la 7R2. Et une autre chose, c'est la réactivité du boîtier au niveau des prises de vue et des prises d'image. Donc comme vous le savez sûrement, ici la 7 III est en 24 millions de pixels, quand la 7R2 était un capteur à 42 millions de pixels. Donc il faut savoir que les JPEG sortaient à quelque chose comme une dizaine de mégabytes par photo JPEG en extra fine, et le RAW sortait à quelque chose comme 60 mégabytes par photo en RAW. Donc c'était vraiment des gros fichiers compliqués à manipuler, longs, et surtout, bon ça à la limite moi une fois sur ordinateur ça me dérange pas trop, par contre le buffer en pâtissait grandement, et une des choses qui m'horripilait c'était la lenteur de pas forcément du buffer sur la rafale, parce que ça à la limite c'est quelque chose qui me dérange moins, mais ce qui m'énervait vraiment c'était la lenteur entre la transition photo puis vidéo. Moi c'est vraiment quelque chose que je fais beaucoup en voyage, c'est-à-dire je prends mes photos à un endroit que j'aime bien, et de suite quand j'ai fini mes photos, pouf, je fais une petite vidéo, un petit passage vidéo pour pouvoir faire la vidéo finale. Donc avant, avec la 7R2, j'avais vraiment des gros soucis où je faisais une, deux, trois photos et je devais attendre quelque chose comme 10, 15, 20 secondes avec le fameux message attendez, l'appareil est en train d'écrire sur la carte avant de pouvoir faire ma vidéo. L'appareil était complètement bloqué, hein, pas possibilité d'aller regarder les photos, de changer des choses dans les menus, rien du tout. L'appareil était complètement bloqué, il fallait attendre que le buffer se vide. Là c'est plus du tout le cas. Déjà, on peut avoir accès à pas mal de choses, dont visionner la première photo de la série par exemple, aller continuer à naviguer dans une partie des menus, faire certains réglages pendant que le buffer se vide. Et en plus, contrairement à la 7R2 qui juste montrait ici au niveau de sa petite LED rouge qu'il était en train d'écrire, et puis on avait juste la LED qui clignotait sans aucune indication d'où on en était. Ici, la 7 III, comme je vais vous montrer tout de suite, donne beaucoup plus d'informations, on sait où on en est. Là on est en low, et vous pouvez voir que on a, donc ça va très vite parce que le buffer se vide tout de suite, on avait en bas les petits symboles de cartes, les deux cartes en train de se charger, et qui montrent donc en haut pardon, qui montrent où on en est au niveau du chargement du buffer. Donc on sait exactement combien de photos il nous reste et combien on doit en faire. Je vais vous montrer ce que ça donne un peu, hop, en rafale. Alors attendez, je suis du mauvais côté moi. En rafale, donc médium, vous allez avoir une vitesse, vous allez avoir une idée de la vitesse et du buffer. Donc là je vais essayer de remplir le buffer, donc on va voir combien de photos ça fait. Bon, je crois qu'en fait en médium j'ai tout simplement pas réussi à remplir le buffer, donc on va aller en high. Donc là vous voyez un peu quand même ce qui se passe, donc là il me dit il en reste deux, une, ça il a tout rempli, sachant que là j'enregistre sur deux cartes SD, je vais vous montrer, je vous dirai après comment j'ai fait mes préférences à ce niveau là. Donc ça c'était en vitesse médium. Alors maintenant en vitesse high. En vitesse high, on est toujours sur l'obturateur mécanique. Donc c'est parti, vous allez voir ça va très vite. Ouais, bon, mais là j'arrive pas à le remplir. Je me demande si c'est pas. Quoique, donc là vous voyez quand même, on est à 46 images hein, en train d'être enregistrées. Enfin, j'étais à 60 au début. Je pense que je peux le remplir quand même. On va voir si je peux le remplir. Après, je pense que c'est aussi du fait que j'ai des images très simples ici, des photos toutes blanches, et que du coup j'ai quand même pas beaucoup d'informations, qu'il n'y a pas beaucoup d'informations, et du coup c'est relativement facile pour lui d'enregistrer ces photos. Donc je vais retenter en mettant un peu des choses, hop, on va remettre la switch ici, des choses de couleur, et on va voir comment il s'en sort. Donc hop, c'est parti, donc je suis toujours en high, et on va voir comment le buffer se remplit. Bon, je crois que c'est concluant, hein. Je suis à 80 photos, j'arrive pas à le remplir, je vais pas m'énerver plus que ça sur le high. Bon, vous voyez, c'est assez impressionnant la réactivité de cet appareil photo, du buffer qu'il a, vous voyez à quelle vitesse il vide son buffer, sachant que là j'enregistre sur les deux cartes en même temps, et qu'il y en a une qui est qu'en UHS-1 et qui est le facteur limitant, d'accord. Donc ça c'est quelque chose qu'avec la 7R2 c'était juste complètement impensable, hein. J'aurais dû attendre, enfin déjà j'aurais jamais pu faire ça, et j'aurais dû attendre, je sais pas, 5 ou 10 minutes pour vider complètement le buffer. Et donc là je vais vous montrer quand même, hop, dernier recours, la vitesse
high plus, ce qu'ils appellent vraiment vitesse max, et là je pense que je vais réussir à remplir le buffer. Allez, c'est parti. Ça y est. Donc il aura fallu quand même quelque chose comme 100, 120, 130 je pense, pour 130 photos d'affilée pour pouvoir remplir mon buffer ici. Là vous voyez, il est en train de se vider, hop, petit à petit, mais c'est quand même très rapide et quand même très impressionnant. Donc ça c'est une vraie différence par rapport à la CTR2. Et donc ça c'est une chose en photo, mais on va également avoir la même chose en vidéo. Donc je vais vous le montrer tout de suite. Enfin moi vraiment une des choses qui m'importe lorsque je suis en voyage, c'est de pouvoir faire mes petites photos tranquillement, donc faire une série, je sais pas, de 4-5 photos, hop. Et rapidement après pouvoir venir enregistrer, hop. Là vous voyez, c'est instantané, j'ai pas à attendre, j'ai pas à m'embêter, je peux utiliser même vidéo, et même dans l'autre sens. Donc une fois que j'ai fini ma vidéo, hop, je peux venir, dès que la vidéo est enregistrée, reprendre ma photo. Et donc ça c'est quelque chose que je pouvais absolument pas faire avec la 7R2 et qui moi m'horripilait profondément. Je pouvais juste pas, enfin je devais juste attendre que mon appareil soit prêt et moi je peux pas supporter d'attendre que ma machine soit prête. C'est à la machine d'être prête pour moi et pas l'inverse. Donc voilà, donc ça c'est vraiment niveau réactivité de l'appareil, ça a rien à voir et c'est un régal et je regrette absolument pas mon achat pour ça. Donc pour que vous ayez une idée de l'écart qui donne ce résultat, donc ici au niveau de mes deux slots, donc sur mon slot 1 qui je vous le rappelle est en bas, qui est donc en UHS 2, hop, j'ai ici une Lexar Midix, donc une carte somme toute rapide mais pas non plus une bête de course comme peuvent être les Sony, donc en UHS2 avec les deux rangées de pins ici. Donc ça c'est la carte, donc ma carte 1 sur laquelle j'enregistre à la fois mes RAW et mes vidéos. Pourquoi? Parce que je préfère avoir mes photos en double, dans la mesure où je préfère avoir les photos que les vidéos quand même à choisir. Et du coup sur cette carte-ci, c'est Extrempo pardon, donc à 95 mégabits seconde, je pense bien que c'est l'écriture ça, mais à vérifier, voilà. Donc sur celle-là j'enregistre uniquement mes JPEG, donc en 24 millions de pixels extra fine, et sur celle-là j'enregistre mes RAW et mes vidéos. Donc là tous les tests que je vous ai montrés de buffer et de vidéo se faisaient sur ces deux cartes avec l'option RAW vidéo ici, JPEG ici, et donc cette carte là qui était normalement le facteur limite. Donc normalement si je mettais que cette carte là, on aurait un buffer encore beaucoup plus rapide. Voilà. Donc pour conclure, moi je suis vraiment très content de ce boîtier. Je trouve que c'est vraiment une grosse amélioration à tous les niveaux, moi en tout cas pour mon utilisation par rapport à la CTR2. Je perds en résolution, ça c'est indéniable, mais ce que je perds en résolution, je le gagne en réactivité, et donc moi je préfère. C'est un boîtier qui est extrêmement réactif, qui est extrêmement personnalisable, qui pour moi a très peu de défauts, si ce n'est l'intervallomètre qui est relativement scandaleux, et j'espère vraiment que Sony va arrêter de nous prendre pour des pigeons et va l'implémenter directement dans l'appareil photo avec une mise à jour du firmware. Pour moi tout a été amélioré, donc que ce soit au niveau de la prise en main, de l'ergonomie, de la fermeté de tous les boutons. On a toujours un EVF qui est d'aussi bonne facture, qui est vraiment super agréable à utiliser pour quelqu'un avec des lunettes comme moi. Enfin, du tactile sur un écran pour pouvoir venir sélectionner notre zone de mise au point, notre point de mise au point. Alors ok, le tactile ne marche toujours pas dans les menus, etc. C'est bien dommage, mais pour moi c'est pas rédhibitoire. On a deux cartes SD qui permettent, alors encore une fois c'est un peu mesquin du coup d'en avoir une en UHS 1 et l'autre en UHS 2. L'UHS 1 pour avoir la rétrocompatibilité avec les cartes Memo Stick, je crois, Sony. Bon, plus personne, enfin pas grand monde se servait de ça et puis personne se sert de ça, mais Sony veut quand même garder cette compatibilité pour les clients qui auraient pu se faire avoir avec cette carte là. Donc ça c'est un peu dommage qu'on n'ait pas toutes les deux en UHS
HS2, mais c'est pas rédhibitoire non plus. L'appareil photo est vraiment super agréable. La batterie, l'autonomie de cet appareil photo, surtout comparé à la 7R2 est stratosphérique. Quand sur la 7R2, moi j'avais 3 batteries et j'arrivais à vider les 3 batteries dans la journée, là j'en ai que 2 et je pense qu'avec une seule, en faisant un peu attention, je pourrais m'en sortir, mais je préfère quand même en avoir 2 juste au cas où, sachant que venir recharger en batterie externe, donc ce soit via le micro USB, soit l'USB-C. On a toujours, comme sur la 7R2, ça j'avais oublié de vous le dire, on a toujours effectivement la prise casque, bon, la prise micro HDMI et la prise micro de l'autre côté, donc pour pouvoir venir brancher un micro externe pour la vidéo dessus. Donc vraiment possibilité de faire beaucoup de choses. Bon, il n'y a pas la Plays pour le flash là, moi c'est quelque chose dont je me sers pas du tout, donc je m'en fiche. Je fais pas du tout de studio et tout ça. Donc voilà, un boîtier qui se prend bien en main, un boîtier qui paraît plus solide, un boîtier qui est beaucoup plus réactif, qui va plus vite, qui sort des images de qualité. Je vous montrerai je vous mets en bas le lien d'une galerie photo Google Photos avec l'ensemble des photos. Alors ça sera que du JPEG vu qu'actuellement le RAW n'est pas encore pris en charge. Moi j'utilise Capture One pour Sony habituellement, donc logiciel gratuit, hein, je vous le conseille, c'est la version Sony de Capture One qui est un très très bon logiciel de traitement d'image qui serait on va dire le concurrent direct de Lightroom, sachant qu'il est vraiment complètement gratuit, bon avec pas mal de quelques restrictions et du coup c'est pas la version complète, mais il est complètement gratuit pour tout ce qui est appareil Sony, et donc actuellement Capture One Free donc pour Sony ne supporte pas encore le RAW, et donc ce que je vous montrerai c'est que du JPEG en extra fine, pas du tout édité, juste sortie de boîtier, sans aucun mode créatif, voilà, juste le JPEG standard. Donc que du positif, quelque chose que je conseille surtout au prix qu'il est vendu. C'est un boîtier qui pourrait être vendu 500 € plus cher je pense. Sony à mon avis veut vraiment comme on a pu voir certaines interviews, marquer le coup et prendre de l'avance sur ses concurrents. Sony est convaincu que l'hybride est le futur, que les réflexes, les miroirs vont disparaître. Enfin, vont disparaître, en tout cas, vont être beaucoup moins présents sur le marché et vont se faire manger leur part par les hybrides. Moi, je suis complètement convaincu par ça. Et du coup, ils veulent prendre de l'avance et ils savent que leurs concurrents vont forcément tout ou tard venir sur ce secteur. Et c'est pour ça qu'ils ont fait cet appareil ce boîtier qui est un boîtier standard, mais un boîtier standard qui fait énormément de choses pour un prix qui est somme toute assez raisonnable. Et donc là actuellement je suis en ISO automatique et je vais faire vraiment mes ISO pour vous montrer un peu ce que ça donne. Donc je suis en full frame et là je suis à 6 mm. Donc ISO auto, je passe en ISO 100, 125, 160, 200, 250, 320, 400, 500, 640, 800, 1000, 1250, 1600, 2000, 2500, 3200, 4000, 5000, 6400, 16 000, 20 000, 25 600, 32 000, 40 000, 55 200, 64 000, 80 000, 102 400. Et voilà, je suis refait. Donc là, je suis toujours resté donc, avec du 8 à 25. Don't worry, be happy.